On voudrait arriver à 500, donc ça c'est notre prochain milestone. Ok. À quelle année vous 3 ans, dans 3 ans. Dans 3 ans? Donc là maintenant, oui non mais je t'ai dit on a arrêté d'enfiler des perles, donc c'est bon là, on s'est bien marré pendant 10 ans. Dès le début, la diversité et l'inclusion vont devenir très vite notre cheval de bataille. On a tous eu des blagues, enfin moi j'ai un associé qui est arrivé chez un de mes clients, le client lui dit ok je veux pas trop d'arabes, enfin des arabes comme toi tu vois, mais pas les autres. Par exemple nous on veut accompagner nos candidats en entretien. C'est une des choses dans lesquelles Gentis se démarque, c'est qu'on prend le temps pour aller en entretien avec le candidat chez le client. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans le salon. Aujourd'hui on accueille Stéphanie, qui est la CEO de Gentis. Stéphanie on ne la voit pas assez sur le réseau, dans les émissions. On est très content de l'avoir accueillie pour ce numéro dans le salon. Gentis c'est une boîte dans le recrutement. Ils vont bientôt être 500 dans 3 ans, c'est l'objectif en tout cas. Stéphanie elle a fait en parler incroyable. Sur la diversité, tu entendras des choses fortes qui vont dire dans cette émission-là. Écoute cette émission et puis invite-la dans ton podcast, invite-la dans ta conférence, invite-la dans ta soirée pour inspirer d'autres gens. Elle est top, il faut qu'on la connaisse plus. Bonne émission. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode dans le salon, comme d'habitude avec Youssef. Salut Thierry, ça fait plaisir d'être là. Mais ça fait plaisir, surtout que la SNCB a tout fait pour que tu n'y arrives jamais. Ouais, la SNCB, moi on est là à temps. C'est beau. Parfait. Stéphanie, Coucou. bienvenue. Merci. Alors Stéphanie, attention, évidemment, tu la connais sans doute si tu traînes un peu sur LinkedIn parce qu'elle poste toujours des trucs. On est très content de t'avoir parce que ça fait longtemps qu'on aimerait que tu viennes ici. Et aujourd'hui, ce souhait est réalisé. Comment tu te sens aujourd'hui ? Bah écoute, au top, merci de m'avoir invité dans ce magnifique salon. Yes, merci, très bien quand ça commence directement comme ça, Il y a des corporate, déplacements. on est bon. On est bon. Toi, t'es la boss de Gentis. Je dis bien, Gentis. Tu dis comme tu veux, Ah, Gentis, non. Gentis, Gentis, Ça veut dire quoi ? ça veut dire l'humain en latin. Voilà, gens, gentis. Eh ben, on voit que en latin, j'étais pas Voilà, très bon. voilà. J'étais pas très bon, j'avais pas dû capter cette histoire-là. Alors, c'est une boîte de recrutement, Exact. mais très différente. Complètement différent. Pourquoi ? La plus humaine, Évidemment. à mon sens. Créé il y a 10 ans, 12. 12, j'étais presque, j'ai mal révisé. Vous êtes recruteur. Ouais. Vous lancez. Mais alors, histoire un peu bizarre, enfin pas du tout bizarre, mais vous lancez avec un investisseur aussi, mais qui n'est pas dans la boîte, qui est dans la boîte. C'est quoi le... Non, pas dans la boîte. En gros, le papa d'un de mes associés qui a décidé d'investir une petite somme au début et qui nous a accompagnés jusqu'à l'année passée. Incroyable. Voilà. Et là, il a pris son chèque de pension pour partir vers de nouvelles aventures. Il s'est fait plaisir. Il a raison, il a raison. Je dis, c'est une boîte énorme, grand. Énorme. Raconte combien tu as de collaborateurs chez toi. Aujourd'hui, 200 collaborateurs internes et 300 externes, donc 500. Très, très propre. C'est pour ça que quand je te disais combien on était au début avant l'interview, j'étais là, on est 8. Et quand il disait, oui, c'est pas mal, je suis là, oui, je sais, mais... Au début, on était 4. Ah, comme Donc, quoi. Tu vois. Comme quoi. 500, 200, 200, 300 dans plein de pays. Ouais. C'est un peu, quand vous lit dans l'écho, c'est parce que vous ouvrez un nouveau pays, c'est Dubaï, c'est le Canada. Bah donc, aujourd'hui, on est majoritairement présent sur Anvers, Bruxelles, Paris et Casablanca. Et donc, du coup, on en a 3 qui sont partis à Dubaï là en janvier. Et on en a 3 qui partent à Montréal cet été. Ouvrir le nouveau bureau, quoi. Ouais. Oh là là. Raconte, maintenant, ça paraît fou. Enfin, c'est fou, 500 et Ouais, tout. Mais au tout début, quand vous êtes que 4, pourquoi vous créez ça? Des bureaux de recrutement, il y en a plein. Pourquoi vous dites, c'est notre tour? Il faut se remettre 12 ans en arrière, l'âge de pierre, quoi. En gros. Ouais. En fait, il faut savoir, moi, quand j'ai commencé le recrutement, LinkedIn n'existait pas. Donc, je sais que c'est un monde Ah ouais. que très peu connaissent. What? Tu vois, genre, est-ce que ça existe? Tu vois, oui. En fait, moi, quand j'ai commencé le recrutement, il n'y avait pas LinkedIn. Et quand mon manager a commencé le recrutement à l'époque, il envoyait ses CV par la poste, par Non. fax. Non. Donc oui, c'est un monde qui a existé, tu vois. Donc personne ne le connaît, mais il a existé. Donc voilà. Donc d'abord 4 ans dans un cabinet de recrutement, on s'éclate, meilleure école de vie, on a adoré notre temps là-bas. Mais à un moment donné, et il faut se remettre 12 ans en arrière, on commence à avoir un petit peu, si tu veux, nos propres valeurs, notre propre envie de positionnement. Et Vous là, connaissiez 4 avant ou pas Alors- du tout? C'est sur le travail où vous devenez... Ouais, donc un de mes associés travaillait avec moi dans le cabinet de recrutement où on était avant. Ok. Et
2 autres étaient mes premiers juniors dans mon équipe, dans l'autre cabinet de recrutement. Et à un moment donné, on se décide, on se dit ok, on va y aller et on va créer une autre boîte à notre image, où on a envie de remettre l'humain au centre des préoccupations, de donner plus d'importance aux candidats, d'aller rencontrer les clients, de privilégier un peu les collaborations à long terme, parce que c'est vrai que le recrutement, c'est un bon monde de requins. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était être un peu requin quand même, être un peu ambitieux, mais garder l'humain quand même. Est-ce que c'est comme dans les films, quand tu vois des gens qui quittent leur boîte pour en créer dans le même secteur, on appelle tous les gros clients à la fin en disant au fait, je vais lancer quelque chose de nouveau, si tu veux de la nouvelle énergie, machin. Il y avait un peu de ça? Ouais, alors nous, on n'a pas du tout fait ça. On a voulu le faire et on s'est rendu compte qu'en fait, dans la plupart des contrats des clients de notre ancien employeur, il y a quand même une clause avec une belle amende de 50 000 € s'il travaille avec un ancien employeur qui crée sa boîte. Donc en fait, on a commencé vraiment d'une page blanche, sans clients, sans rien. Et nos premiers clients ont été des tout nouveaux clients avec qui on n'avait jamais travaillé avant. Donc ils ont vraiment eu peur. Il y a vraiment eu un petit management par la peur à ce niveau-là et ça a fonctionné. Il n'y a personne qui voulait travailler avec nous. Et justement, alors à ce moment-là, vous êtes dans ce cas-là, comment est-ce que tu vas chercher tes premiers clients? Au culot, quoi. Tu recommences à zéro. On a été vraiment dans du réseautage. On a pris le téléphone, vraiment à l'ancienne, tac, tac, tac. Et de fil en aiguille, on a un petit peu créé notre portefeuille de clients, quoi. Donc, dès le début, vous vous lancez à 4 exclusivement sur ce projet, vous sortez complètement de vos entreprises et vous êtes à fond dessus à 100%. À fond dessus, ouais. Et donc, sur des métiers en pénurie, c'était déjà le cas avant? Ouais. Donc, et est-ce qu'il y a 10 ans, c'est le même métier en pénurie? Tu vois, les gros pourvoyeurs de contrats pour toi et d'emploi, de quand tu aller chercher, c'est toujours les mêmes secteurs ou ça a complètement évolué? Ouais. Ou non, il y a une base qui reste forte? On a commencé avec IT et finance, c'était nos 2 domaines de prédilection. Et ça reste, l'IT alors a évolué, parce que maintenant tu as la cybersécurité, le cloud, tout ça, le data. Mais l'IT reste un secteur de prédilection. Et on a rajouté à côté de ça l'ingénierie, la construction et le secteur pharmaceutique. Ok. Comment ça se passe le business du recrutement? Toi, on te demande de trouver les meilleurs candidats possibles. Exact. Pourquoi les gens ne le font pas en interne, ils font appel à toi, déjà? Chaque consultant chez nous est spécialisé sur un domaine. Donc, tu as un consultant qui va faire que du data, tu as un consultant qui va faire que les comptables. Donc, du coup, ça lui permet d'avoir un réseau qu'un recruteur interne n'aura pas, puisque le recruteur va devoir travailler sur 300 positions dans tous les départements possibles. Donc, il n'a pas le temps de se créer un portefeuille de candidats, ce que nous, on aura. Quand tu parles au début des 200 internes, 300 externes, c'est des consultants que toi, tu mets dans la boîte pour recruter pour elles? Ou pas du tout? Ils sont des consultants qui travaillent? Donc là, ce sont des consultants qui sont freelance ou qui sont effectivement employés chez Gentis et qui vont pour des missions de consultance chez nos clients. Ok. Et le business merveilleux de la consultance, c'est que tu prends un pourcentage sur la première année de salaire, c'est ça? On prend un pourcentage. Donc en consultance, c'est une marge journalière. Donc c'est un tarif journalier. Il y a le prix d'achat du candidat, et puis nous on va le vendre à un autre prix, et cette marge sera notre marge. Yes. Ça c'est pour les... Et quand tu trouves des candidats pour les gens? En CDI? Oui. Ouais, là c'est effectivement sur le salaire annuel. Et c'est quoi un pourcentage tu vois, de marché Ça dépend, c'est entre 20 et 30%. Donc du salaire annuel. Je laisse un peu de temps parce que ça fait rêver. Il faut digérer. Je fais les calculs dans Donc sa sur un tête. salaire annuel de 100 000 €, c'est 20 000 € ou 30 000 €. C'est entre 20 et 30 000 € de facture. C'est un très beau business, ça. C'est un très beau business, mais c'est aussi un business qui demande énormément derrière. Nous, notre plus gros investissement, c'est LinkedIn. LinkedIn Recruteur augmente ses prix chaque année. Ils sont un peu en monopole, on va pas se mentir. Donc, si tu prends le premier contrat qu'on a signé avec eux et le contrat d'aujourd'hui, tu peux rajouter un 0, quoi. Non, là, on est passé, on a fait x10 sur 10 ans. Donc du coup, il y a quand même des coûts derrière. On a tous les salaires forcément de tous les consultants. T'as pas des machines, on va dire, que tu peux amortir. C'est quand même des gros salaires aussi derrière. Les formations. Oui, t'as des coûts. Attention, je voulais pas dire c'est un beau business de voleur. C'était pas ça. Non, mais je t'explique un peu ce qu'il y a derrière. Non, mais on est assez transparent aussi parce que on forme aussi nos propres consultants pour qu'ils comprennent un peu aussi l'intérêt de la marge, de pourquoi est-ce qu'on est cher sur le marché, quoi, tu vois. T'es cher sur le marché? On n'est pas les moins chers. Ok. Non.
Et est-ce que LinkedIn, tout ça, justement, ça, au début, ça a tout cassé? Vous avez une façon de faire et tout, puis c'est arrivé, tu dis, mais attends, c'était notre boulot, maintenant, ouais. Est-ce que ça va encore passer par nous? Enfin, qu'est-ce que ça a amené l'arrivée d'acteurs comme ça? Bah, LinkedIn, en fait, au début, les clients se sont dit, on va utiliser LinkedIn tout seul. Ouais. Plus besoin de recruteurs, c'est Ouais. le fait. Yes. Mais tu dois quand même continuer à qualifier les candidats, à faire tes screenings, à filtrer, à savoir lequel est bon, lequel est pas bon. Et au bout d'un moment, les entreprises en avaient de nouveau marre de tout ce travail à faire, de gérer les processus d'entretien. Et donc, du coup, le travail est très vite revenu chez nous. Donc, nous, on n'a pas senti de différence avec ou avant ou après LinkedIn. C'est quoi sur 12 ans les grands moments chez toi où tu es passé de 4 à 5 ans, de 5, tu vois, est-ce que ça s'est fait de manière linéaire ou il y a eu des grands coups d'accélération? Et si oui, ils sont dus à quoi? C'est quoi le... 2011-2015, on reste assez calme, c'est-à-dire qu'on passe de 4 à 15 à peu près. Okay. Mais 2015... Ah, ça veut dire qu'on peut encore y arriver, donc on est 8, on est passé de 2 à 8, on peut encore être 200... Tu vas y arriver. Putain, yes, yes. 2015, on ouvre Anvers et Casablanca. Et là, Casablanca, en fait, moi, je vais partir pendant 2 ans développer le marché. Et là, de nouveau, on va commencer. On est à... Quand je suis arrivé là-bas, il y avait 6 employés. Et quand je repars 2 ans après, on est 60. Donc là, c'est un gros... Ça a été un gros moment. Et puis, l'ouverture de Paris en 2018, forcément, chaque ouverture de bureau a amené son développement. Mais on est resté assez calme sur les 10 premières années. On a voulu vraiment construire des fondations solides. 2021-2023, on a vraiment mis l'accélérateur, quoi. Là, on est plus là pour rire, quoi, tu vois. C'est bon, là, c'est bon. Ah là, c'est patienté, ça y est. C'est bon. Mais justement, qu'est-ce qui te fait, parce qu'ici, on a invité plusieurs personnes, et généralement, la facilité, c'est quoi? C'est on va en Flandre ou on va en France, on connaît un peu, c'est plus facile. Toi, non, directement à Casablanca, on sait que c'est un autre marché très, très différent. D'ailleurs, je pense que c'était la seule invitée qui nous a dit que tu avais attaqué l'Afrique aussi rapidement. Je connais bien le marché, mais justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce marché-là? C'est quand même particulier de se dire, je commence par Casablanca. Dans notre tête, on se dit la main-d'œuvre, pas cher. Ouais, la vérité. Il faut nous dire autre chose, peut-être, mais ça compte. Ça ne veut pas forcément te dire autre chose, mais je vais le compléter avec 2 associés marocains d'origine, nés en Belgique, nés en Belgique et en France, d'origine marocaine, qui très vite vont vouloir avoir envie de mettre un pied en Afrique. Et qui ont toujours eu à cœur de vouloir ouvrir un bureau au Maroc. Et c'est un peu ça aussi, on n'en parlait pas à ce moment-là en 2011, mais diversité et inclusion, on crée une boîte, 2 Arabes, une femme, un Belge. Pas mal, c'était pas mal. On dirait le début d'une blague. Hein. C'est le début d'une charade. On est 500 à la fin, en général, ça finit pas comme ça. Et en fait, dès le début, la diversité et l'inclusion vont devenir très vite notre cheval de bataille. On a tous eu des blagues, tu vois, genre... moi, j'ai un associé qui est arrivé chez un de mes clients, chez un de nos clients. Le client lui dit, ok, je veux pas trop d'arabes, des arabes comme toi, tu vois, mais pas les autres, quoi, tu vois. Et tu vois, t'as mon associé qui doit rester sérieux, genre... C'est quoi un arabe? Moi, c'est quoi en fait, tu vois? Et en fait, on a tous été confrontés. Moi, par exemple, on veut pas me parler. Non, mais appelez-moi plutôt votre patron. En fait, comment te dire? Il n'y a pas de patron, tu vois? Donc, on a tous été un peu confrontés à ce genre de choses. Et très vite, ça va devenir notre cheval de bataille. Et très vite, on va vouloir aller à l'international pour voir un petit peu les autres pays. Parce qu'à un moment donné, je pense que petit pays, petit esprit, on a voulu voir si c'était la même chose ailleurs. Et on a très vite voulu aller à l'international. Et comment ça se passe? Tu arrives dans ce nouveau marché. Ici, voilà, on a eu ces petites phrases-là. Je suppose qu'au Maroc, on t'a pas dit un arabe comme toi. On lui a pas dit à ton associé. Mais il y a d'autres choses, je veux dire, il y a d'autres éléments auxquels tu as été confronté. C'est quoi les difficultés du marché? Au Maroc ou en Belgique? Moi, là, je parlais du Maroc parce que tu as été au Maroc, c'est particulier. Donc, le Maroc, ça a été très particulier. Ça reste très particulier, ils sont toujours là. Le management au Maroc est quand même très, très différent. Ça veut dire quoi? Tu peux nous dire tu vois écoute, moi, je suis arrivée là-bas, on m'a dit, écoute, le Maroc, c'est simple, c'est un pays où tout est possible, mais rien n'est certain. Et en fait, en gros, c'est ce qui va se passer avec... Le pire, c'est que ça le résume parfaitement. Donc, en gros, ils peuvent arriver le matin. Ok.
Et puis il y en a qui n'y arrivent pas. Ah oui. Alors, non, là je caricature, mais en gros, pays génial. Moi je voulais pas revenir en Belgique, pour être très clair, j'étais très heureuse là-bas. Mais aussi parfois difficulté à se faire payer des clients. Un marché qui ne connaît pas encore le milieu du recrutement, qui n'est pas encore habitué, qui n'est pas encore forcément prêt pour les agences de recrutement, et puis aussi les salaires sont beaucoup plus bas. Donc du coup pour les agences de recrutement, c'est quand même un pays qui à la base est moins intéressant. Les marges sont beaucoup plus petites que ce que tu pourrais faire dans d'autres pays. Mais ça nous a permis aussi d'attaquer toute l'Afrique. Donc aujourd'hui on place en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au départ du Maroc, quoi. Donc voilà. On va revenir sur le Casablanca. Tu pars là-bas, c'est en effet là maintenant, on a Fabien Dodou qui vient de repartir en Inde pour lancer l'Inde. Raconte pourquoi toi tu te dis, je dois partir là-bas pour lancer quoi. Bah, en gros, on était assez ambitieux à l'époque pour ouvrir le bureau et se développer très vite là-bas. Donc à un moment donné, s'est posé la question, est-ce que l'un de nous devrait aller là-bas ? Moi j'avais toujours eu envie de m'expatrier un jour, donc je me suis dit ok, on va y aller quoi. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Et t'es parti seul, t'es parti avec des gens? Si t'es parti avec des gens, ils ont aimé l'idée tout de suite, ou t'as dû quand même convaincre en disant voilà, pendant 2 ans on va... Il y en a 2 qui sont partis avec moi, donc 2 consultants qui voulaient partir au Maroc. Oui, je suis partie, je suis pas partie toute seule, on est parti en tout à 4 avec des consultants. Et au final, le futur, enfin celui qui deviendra le directeur du Maroc aujourd'hui, nous rejoindra. Je pense que lui, je suis arrivée en 2015, lui est arrivé fin 2016, donc voilà. Et tu revenais, tu vois, tous les mois, raconte un peu comment c'est, pour quelqu'un qui doit lancer. Il dit ok, tu sors un peu de ta zone de confort, t'es ici, ta boîte elle commence à grandir, tu pars là-bas. Ça ressemble à quoi un mois de lancement là-bas? En gros, je devais continuer à gérer la Belgique, donc en gros toutes les 5-6 semaines, j'étais 1 semaine en Belgique. Beaucoup de visioconférences. Et en fait, à ce moment-là, je m'occupais de toutes les formations dans tout Gentis. Donc chaque personne qui commençait chez Gentis à ce moment-là avait l'immense privilège de venir à Casablanca pendant 2 semaines pour que je le forme. Non. C'est cool ça. Donc ça c'était la belle vie, ils étaient tous contents. Ouais, ça tu m'étonnes. Donc il y en a plein qui ont suivi leur formation là-bas parce que j'étais là-bas. Donc toutes les formations, le centre de formation s'est retrouvé au Maroc pendant 2 ans, quoi. Ok. Donc on formait du coup tout le monde là-bas. Donc quand tu es revenu, ceux qui ont rejoint après 2016, ils sont formés à Bruxelles. Ouais. Plus de chance. Et il fallait être là. Fallait être avant. Et raconte quand tu revenais en Belgique, parce qu'on adore évidemment notre pays, mais on a aussi eu à ta place beaucoup d'autres CEO qui disent ouais, quand je reviens, la pluie, tout ça, t'es de moins en moins motivé de revenir en Belgique, quoi. Toi, quand tu revenais, c'était chouette, tu disais Casablanca, ce soleil, ce truc. Quand tu reviens pour 1 semaine, t'es très content de revenir en Belgique, de voir tout le monde, la famille, les amis, le business, voir comment ça tourne. Par contre, quand je suis revenu définitivement en Belgique, je crois que ça m'a pris vraiment 1 an. À me réhabituer, je savais plus faire tourner à la vaisselle, pour être très clair. Je savais plus ce que c'était de faire des courses. Je savais plus faire à la vaisselle, le niveau 0, tu vois. Je te jure, j'étais revenu à un niveau très très basique, quoi. Et puis aussi, nous on était dans un monde là-bas où en fait tu prends jamais rendez-vous, quoi. Tu veux te voir le week-end, ok, on se voit, nickel, tout improvisé, tout. Puis là j'arrive, mes potes me disent ok, donc moi je suis revenu en août, mes potes me disent ok, donc je suis dispo vers octobre-novembre, le samedi 12 novembre, qu'est-ce que tu fais? Et donc, au Maroc. Voilà, je suis plus là en fait, je vais repartir, je crois. Donc t'es plus du tout habitué à ce genre de structure, de cadre, beaucoup plus stressant de vivre ici aussi. Là cette semaine, j'ai 2 managers du Maroc qui sont ici en Belgique et qui me disaient oh, c'est tellement beau, Bois de la Cambre, Parc de la Hollue, c'est beau. Mais en même temps, on sent le stress, c'est beaucoup plus stressant qu'à Casa. Pourtant, Casa est déjà une ville qui... c'est ça, Casa, c'est la ville la plus stressante du Maroc. Mais c'est quand même, la vie au bureau, par exemple, est beaucoup plus cool. Je sais pas, c'est un autre rythme de vie quand même, quoi. Et en termes de clients, parce que je sais qu'il y a beaucoup de boîtes, surtout les Alstom, etc., qui vont là pour les ingénieurs, etc., parce que pour les coûts. Est-ce que tu travailles avec des clients comme ça, ou est-ce que tu travailles vraiment avec des clients plutôt marocains, ou des deux? Tu as commencé avec quoi? On travaille avec les deux. Il y avait vraiment des boîtes comme ça. On travaille avec les deux, mais forcément de plus en plus de boîtes en Belgique nous demandent de ramener, d'engager au Maroc pour la Belgique ou pour la France.
Donc, et des ingénieurs qui restent là-bas ou qui viennent ici, qui rejoignent les sièges? Donc on peut s'occuper des permis de travail, séjour et tout ça. Ou alors il y en a qui carrément font 100% télétravail et travaillent depuis les pays du Maghreb sur des comptes, des gros clients. Pour les startups qui engagent les talents à l'étranger, il faut faire attention à quoi? Je parle pas du niveau de la personne, mais pour réussir la greffe, quoi. Tu vois, quelqu'un qui vient du Maroc avec ce soleil, cette ambiance, machin, qui arrive sous la pluie en Belgique, à quoi il faut faire attention pour que la greffe prenne et que quelqu'un sente bien dans notre boîte, quelqu'un qui est donc déraciné pendant... C'est quoi tes conseils de recruteuse? Bah écoute, je pense que c'est la gestion des cultures est ultra importante. Parce que d'un côté, il y a un besoin de recruter, donc ok, on va en recruter 10 du Maghreb, et puis ils arrivent ici et ils ne sont pas du tout intégrés dans les équipes. Donc il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement, pas uniquement de la direction, mais aussi de tous les collaborateurs, d'expliquer, ok, ben voilà, on a 10 personnes qui arrivent, elles viennent d'un milieu différent, il faut accepter les milieux différents. Et c'est pas qu'avec le Maghreb, parce qu'on voit ça un peu avec tous les pays. Les RH poussent de plus en plus pour la diversité et l'inclusion dans les boîtes, mais les chefs de département ne sont pas du tout prêts, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, ok, on va engager plein de nationalités différentes, et puis ils arrivent et on n'accepte pas leurs différences, quoi. Et ça passe via de la formation, via... Pour moi, ça passe par de la formation, mais ça passe surtout par casser tous les codes, quoi, tu vois, casser tous les clichés. Et en fait, par exemple, faire bêtement un team building, faire une soirée tous ensemble. Nous, par exemple, ce qui fonctionne bien, c'est un peu les soirées multiculturelles où chacun ramène un plat, tu vois, et puis tu commences à discuter. La bouffe, ça met tout le monde d'accord. Bah, tu vois, par exemple, à la fin du Ramadan, pas qu'au Maroc, mais dans tous nos bureaux, non, pendant le Ramadan, on va faire un iftar tous ensemble, mais comme ça, tu vois, toutes les religions confondues savent ce que c'est un moment de partage, comment ça se passe. On va faire un dîner de Noël, enfin voilà, mais tout le monde est intégré dans cette culture, quoi. Et du coup, tu casses les codes, quoi. Pour moi, c'est pas à coup de formation, c'est vraiment sur le terrain de passer des soirées ensemble, des moments ensemble, qui vont faire qu'on apprend à se connaître et en fait, tous les préjugés s'en vont, quoi. Mais ça prend le temps. Justement, quand je t'ai posé la question, je me suis dit, si tu me réponds à la formation, j'allais te dire, on a plein de campagnes qui fonctionnent, etc., enfin, qui sont en cours, mais tu as l'impression que ça ne va pas aussi vite. Et c'est vrai que là, ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça répond bien. On avait un client, il n'y a pas longtemps, on avait un client, ok, diversité, inclusion, enfin, je vous la fais courte, mais en gros, il me dit, il me faut un peu de tout, quoi, tu vois. Et non, mais bon non, voilà, mais c'est comme ça, franchement, à un moment donné, c'est comme ça. Ouais. J'envoie un CV... Femme voilée, ok ça va, mais donc elle enlèvera son voile dans la boîte, quoi. Non, en fait, elle va pas enlever son voile. Si elle a envie de porter son voile, elle portera son voile, tu vois. Enfin, et donc nous, on essaye d'accompagner ça avec nos clients. Mais t'oses dire ça? Ou parce que comme c'est ton client, tu dis il faudrait, mais fais ce que tu veux parce que toi tu dois... On le dit et c'est souvent des victoires. Une de nos grosses victoires, c'est un gros client japonais dont je vais taire le nom, qui nous avait dit on veut que des blancs ou des asiatiques. On veut que ça. Enfin, en gros, ça rentre pas, le reste, ça fonctionne pas, quoi. Ouais. Et au final, ils n'ont pas trouvé. Au bout d'un moment, ils ont commencé à se plaindre du manque de CV qu'ils recevaient de chez Gentis. Et on leur a dit, en fait, on a une pile comme ça de CV. Ouais, mais tu peux pas les regarder, quoi. Mais vous voulez pas les regarder. Et ils ont engagé 6 Africains, et qui sont toujours là. Et ça fait 6 ans qu'ils sont là, quoi. Ouais. Et au final, ils nous ont dit qu'on était vraiment aussi le top des agences parce qu'on avait fait l'accompagnement et parce qu'on avait aussi été honnête et sincère dans notre feedback, quoi. Donc, il y a des réalités du terrain, il y a des victoires comme ça qui, pour nous, n'ont pas de prix, quoi. Donc, on peut casser les codes. Justement, on a rencontré avec Thierry une agence de recrutement cette semaine, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cette... Non, mais c'est pour autre chose, c'est pour autre chose. C'est pour autre chose, t'inquiète pas. On avait dit, on dit rien. On dit c'est la seule, on va pas d'autres agences. Non, même pas pour l'émission, on revenait d'un rendez-vous client et on l'a croisé dans la rue. Bref. Arrête de mentir, tu l'as invité ici. Ouais, mais pour la formation. Oui, pour la formation. Tu m'as invité. Fais pas semblant de dans la rue. Donc, j'ai invité le gars à la formation. La formation 16, il est venu nous donner des conseils. Exact. Okay. Nous, on était en rendez-vous client et en sortant, on l'a croisé dans la rue. Et on a parlé un tout petit peu. Et c'est vrai que ce positionnement d'inclusion revient souvent. Diversité, inclusion, c'est un peu les termes à la mode. Mais là, on voit que c'est des faits. Donc là, ça, c'est petit compliment. Parce que quand je l'ai lu au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être un peu du greenwashing. Ah oui, enfin, non. On se comprend. Et donc, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça.
Mais parce qu'il y a plein de choses qui se taisent, tu vois, il y a des réalités qui se taisent. Enfin, le monde du recrutement garde plein de choses secrètes. Ce qui se passe chez le client reste quand même très secret, très confidentiel. Par exemple, nous, on veut accompagner nos candidats en entretien. C'est une des choses dans lesquelles Gentis se démarque, c'est qu'on prend le temps pour aller en entretien avec le candidat chez le client. Il y a plein d'entreprises qui refusent, parce qu'ils ne veulent pas expliquer après pourquoi ils vont refuser tel candidat ou pourquoi ils n'ont pas envie de devoir se justifier sur des critères qui ne sont pas du tout objectifs. Et vous faites quoi s'ils refusent? On laisse le choix, on peut pas imposer. Parce que... C'est quoi les grands secrets de l'industrie? Les grands secrets de l'industrie, c'est la discrimination qui est toujours ultra présente. Et aujourd'hui, le numéro 1, c'est l'âge, quoi. Enfin, on n'engage plus des vieux, quoi. Enfin, à partir de 45 ans, c'est bon. Enfin, Ah ouais? Ah oui, ça c'est notre combat numéro 1. Bizarrement, c'est pas du tout... 45 ans? On a... J'écris ma boîte, moi. Heureusement, parce que sinon... non, mais parfois 45 40, vieux. non, mais... Alors déjà 45 vieux, j'aimerais bien mais... qu'on prenne une pause un peu dans ce truc. 45, ça veut dire on est vieux. Putain, mais là, ça veut dire je suis foutu. On a intérêt à ce que Startup Vie arrive à 200. 200. Je suis demain. Ok, mais quoi, c'est vrai, ça, c'est la plus grosse discrimination? Discrimination numéro 1 aujourd'hui, c'est l'âge. Et bizarrement, c'est plus toléré. Tu vois, les gens, aujourd'hui, il faut être gay-friendly, il faut accepter toutes les nationalités, il faut intégrer tout le monde. Par contre, l'âge, ça reste encore OK de ne pas engager des vieux, c'est normal, non? Mais parce que t'as non, parce que c'est même pas toi, t'es pas avec des startups, toi t'as des très grosses boîtes comme client, quoi, c'est pas. Mais Et comment tu fais toi alors pour de nouveau, on essaie de casser les codes en expliquant que non, un vieux n'est pas plus cher, que non, 45 ans c'est pas forcément vieux. Merci Stéphanie. C'est même très jeune aujourd'hui sur l'échelle temporelle, on a la moitié de notre vie, enfin c'est très jeune. Qu'ils peuvent encore être formatés, qu'ils ont envie d'apprendre, qu'ils peuvent encore s'adapter. De nouveau, tous les codes, quoi. Enfin, casser un peu tous les clichés, quoi. Ils vont avoir le temps, parce qu'aussi, il y en a qui disent, ouais, mais il va plus vouloir s'investir à 100%. Non, il y en a qui ont envie, quoi. Ouais. Justement, nous, on voit qu'ici, on est souvent des startups. On voit que ça change un tout petit peu. Notre petite fierté à nous, c'est justement, on a la formation. On a pu placer une femme voilée, 46 ans, dans une startup. Donc ça, c'était hyper cool. On va dire, elle avait plusieurs trucs en même temps. Mais est-ce que c'est propre aux startups, parce qu'on sent que ça bouge beaucoup plus vite, c'est plus jeune, etc. Ou est-ce que tu sens que les grands groupes opèrent ce changement aussi? Alors, les startups ne sont pas encore toutes. Pas toutes. Ça reste quand même une minorité. Les startups, c'est beau. Nous, personnellement, on n'a jamais levé de fonds, mais parfois, quand on entend les levées de fonds où tu te dis, OK, ils pourraient engager, 100, 200 personnes, mais ils engagent toujours un petit peu le même type de profil, quoi. On est de nouveau... Ça, c'est vrai. C'était sympa pour les startups, je te remercie. Mais soyons honnêtes, les startups, le founder de startup, on le sait, c'est un homme blanc universitaire qui avait se levé et il aime bien revoir en face de lui des gens pas trop loin de son... on est quand même toujours... Enfin, moi, pour toutes les startups que je rencontre beaucoup en ce moment, on rentre toujours un petit peu dans le même cadre. Même si d'un côté, on est très écologique et on est très développement durable, de l'autre côté, ce qui est engagé reste quand même très bleu-blanc-belge, quoi. Enfin, Donc, prenons une balle pour le truc, on doit s'améliorer, le secteur doit s'améliorer. Et de l'autre côté, à l'inverse, donc de nouveau, les tout grands groupes, maintenant on est un peu dans la discrimination positive, dans les quotas, quoi. Genre l'autre fois, on entend un manager finance qui nous dit je ne peux pas engager dans mon équipe parce que je suis obligé de garder les 2 gays. Non. Ah non, mais je te jure, mais ça fait partie des secrets du recrutement, tu vois. Et t'entends ça et t'es là, attends, mais pourquoi tu dois les garder? Ah non, mais là c'est obligation, boîte américaine, on doit avoir autant de gays, on doit avoir autant d'asiatiques, on doit avoir autant de femmes, on doit avoir... Et donc vraiment, on est en train de faire, pour moi, et c'est pour ça aussi que je suis contre l'égalité homme-femme dans les conseils d'administration, parce que pour moi, obliger ces quotas et cette discrimination positive, oui, ça peut amener à casser, à ouvrir beaucoup de portes, mais dans un autre sens, les garder pour les garder, c'est quand même fou quand on entend ça. Énorme débat. Alors déjà, arrête de nous révéler des secrets tout le temps, parce que nous, on a une miniature, donc on a une punchline, et là, sur tellement de trucs, on va pas savoir. Donc ça... On va sortir 4 épisodes. Mais alors, égalité homme-femme, moi je viens avec mon exemple, d'accord, je balance, pas pour encore parler du restaurant que je vais lancer, mais on crée un nouveau projet des copains, un truc des copains. On crée donc un conseil d'administration, on crée structure, un conseil d'administration, et dans le groupe, homme-femme 50%. Dans le groupe d'actionnaires. Donc 2-2. C'est à quoi dans le groupe d'actionnaires.
Ok. C'est la moitié d'hommes, moitié de femmes. C'est choisi, c'est un quota ou c'est ce qu'il y a? Non. Voilà, donc je dis la base, donc c'était pas, voilà, c'est partagé avec, voilà, on dit, on va faire un CA. On dit, on a envie que ce soit minimum, donc 50-50, on le dit. Au début, on dit juste comme ça. Et on dit pour telle date, il faut que chacun ait dit est-ce que je veux ou pas être dans le CA. Tu vois, pour savoir quels sont les candidats et tout. Cette date arrive, que des mecs. Moi, évidemment, comme à la base. Non, mais que des mecs. Non. Si, que des mecs à cette date-là tapent leur candidature. Et donc, on est revenu à dire, nous, un groupe de copains, on s'oblige, nous, à mettre dans les statuts qu'on veut 50%, alors que c'est nous qui choisissons, si tu veux, tu vois. Ouais. Parce que sinon, il y a un truc de légitimité, de se dire... parce que souvent, dans les hommes de ce groupe-là, ben, sont dans des boîtes, savent ce que c'est un CA peut-être, sont plus habitués à ça. Et les femmes se disent, c'est pas pour moi, ça va prendre plein de temps, c'est une charge mentale, c'est un machin. Et donc, on a trouvé ça comme parade. Toi, t'es pas d'accord, balance. On va partir On fera une autre émission, c'est pas grave. Okay. Alors, je vais te dire ce que je réponds pour les questions de il faut plus de femmes dans la tech, il faut plus de femmes dans les conseils d'administration. Oui. Mais en fait, qu'est-ce qu'elles veulent, les femmes? Parce que moi, personnellement, c'est ce que je dis toujours, toutes mes copines autour de moi, il n'y en a pas une qui veut créer sa boîte, il n'y en a pas une qui veut être dans la tech, il n'y en a pas une qui veut être dans un conseil d'administration, c'est pas du tout ce qu'elles veulent. Et de nouveau, on est en train de vouloir mettre des femmes dans des cases parce qu'il faut. On est à fond dans le jugement sur LinkedIn, chaque fois que tu vois une photo avec 4 mecs, pourquoi il n'y a pas des femmes dessus? Mais si elles n'ont pas envie d'être là en fait, enfin, tu vois. Oui, mais c'est pas, elles n'ont pas envie d'être là, désolé, hein, donc on va évidemment, moi je vais faire l'autre côté que je fais un peu quand même. Oui, mais elles n'ont pas envie parce qu'on ne dit pas assez aussi, que ça paraît pas l'univers. Moi je vois bien dans mes copines qui sont médecins, machin, donc ils font des grès, elles se disent c'est pas pour moi, c'est pas mon univers, c'est pas mon truc, c'est ça aussi. Moi à mes filles, je leur dis depuis qu'elles sont, parce que j'ai 2 filles, je leur dis tu crées ta boîte, c'est tout, je veux rien entendre d'autre, tu auras peut-être une faillite. Pourquoi? Mais tu peux pas faire ça. Non, d'accord, mais tu vois. Et putain, on va avoir toute l'équipe Girl Squad avec nous pour nous aider sur cette question-là. Mais c'est parce qu'aussi, il n'y a pas assez de rôle modèle. Tu n'es pas d'accord avec ça, de dire. Et donc, tu donnes moins envie. Tu dis, c'est pas le secteur. Et donc, à la fin, parce qu'il n'y a pas de représentation, parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture, ben, tu te dis, en fait, c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'y être. Mais. Parce que tu as aussi l'exemple. Oui, pour moi, parce que j'ai 2 filles aussi, enfin, j'ai 3 enfants, mais j'ai 2 filles, et tu touches exactement le point, mais pour moi, ça part de l'enfance. Ça ne part pas, c'est pas à 40 ans qu'il faut obliger les femmes et de dire et maintenant, ok, t'as envie de faire du journalisme, mais va plutôt dans la tech, hein, va plutôt dans les conseils d'administration. Non, pour moi, c'est dès l'enfance, c'est d'expliquer aux enfants, en fait, tu feras ce que tu veux, meuf. Tu feras ce que tu veux, t'as envie de rien faire, tu fais rien. T'as envie d'être dans un conseil d'administration, ben tu le seras. Et moi, c'est comme ça que j'élève mes enfants. Parfois, ils me sortent des métiers où je suis un peu... j'ai pas forcément envie qu'elles deviennent ça. Lequel? Si. Elle va pas être des clients. Non, mais... Oh là c'est le tabou suprême. Là, on est dans le tabou. Les grands secrets de la... Mais bon, voilà, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, il faut effectivement apprendre... Je t'ai pas répondu. Bien contourné. Je ne répondrai pas, mais dès le début, il faut les laisser devenir ce qu'elles veulent et leur donner le champ des possibles. C'est-à-dire, bah oui, tu peux être flic, tu peux être journaliste, tu peux être bouchère, tu peux être militaire, mais c'est de ne pas vouloir maintenant, aujourd'hui, dire oui, parce que je suis d'accord qu'il faut plus de femmes partout, mais ne les oblige pas. Ne les oblige pas, quoi. Mais pas obligé, mais si, un peu. Alors évidemment que non, parce que là on part dans le mythe, enfin, ça dérape complètement. Non, obligé, évidemment non. Mais moi, ce que je me dis, mais de homme blanc que je suis sans rien connaître, hein, donc ça, je dis, mais je me dis, viens dans le CA et tu vas voir qu'en fait, c'est trop marrant un CA. Et ça, je me dis, tu vois, un CA de l'entreprise qu'on lance, qui est un restaurant, cool, quoi, tu vois, je veux dire, pas un truc. Ça, non, ça. Mais alors pourquoi elles sont pas venues? Mais parce qu'elles se rendent pas compte, elles l'ont jamais fait avant, elles s'imaginent ce que c'est, tandis que les autres mecs qui sont là, ils sont déjà dans des CA ailleurs, ils savent que c'est un petit CA de rien du tout, et donc ils sont évidemment chauds, et parce que les mecs adorent prendre le pouvoir direct, ça c'est vrai. Et donc dès qu'il y a un rôle à prendre, hop, ouais, moi je suis disponible. Non, tais-toi, on veut que ce soit quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est... Allez, moi, pour avoir vécu des conseils d'administration seule femme pendant 12 ans, c'est encore le cas aujourd'hui, les conseils d'administration où t'es la seule femme, c'est très compliqué. Ah. C'est très compliqué. Ah. Ça, je suis d'accord.
Donc, effectivement, je serais contente d'avoir une ou deux femmes à côté de moi en plus. Ah, quand même. Ça, oui, tout à fait. Mais de nouveau, je ne suis pas pour l'obliger. Mais... Ok. Et pourquoi ce serait compliqué être seule femme dans CA? Bah, comme tu dis, on prend les hommes prennent toute la place. Mm. Comme je te disais, je suis tombée sur des cas un petit peu des personnes plus âgées qui me demandaient d'aller chercher de l'eau, qui me demandaient de prendre les notes. Voilà, le secrétaire quoi. Ouais. Donc, on me prend encore régulièrement pour la secrétaire chez Gentis d'ailleurs, parce que j'ouvre encore les portes à l'accueil. Quand je passe devant et que ça sonne, j'ouvre. Et les candidats souvent se trompent. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans les conseils d'administration, je comprends. Donc, pour moi, faire des campagnes de sensibilisation, mais pas obliger, et aussi pas juger. Sur LinkedIn, quand tu vois une photo avec 5 mecs et que tout le monde est là, pourquoi il n'y a pas de femmes, pourquoi il y a de femmes, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de femmes. Donc... Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi, mais de nouveau, c'est pas grave. J'aime bien qu'on mette un peu de pression comme ça, parce que ça a paru tellement normal très longtemps. La question de la diversité de genre, elle est récente. Franchement, moi j'étais, ma génération à moi, le vieux de presque 45 ans, il n'y a pas cette question-là. C'est de dire, ok, on voyait des modèles de boys club, c'est boys club, on continue comme ça, se pose pas la question. Heureusement, j'ai une femme beaucoup plus progressiste que moi, qui me défonce tout le temps, parce qu'elle regarde beaucoup de podcasts évidemment. Mais sur ces questions-là, on a la ramasse. Mais moi, j'aime bien qu'on mette, et même si parfois il y a de très bonnes raisons, ça peut peut-être exister, mais qu'on mette ce sujet en tout cas tout le temps sur la table, c'est cool quoi. Je trouve que c'est juste sur la table de dire. Que ce soit sur la table, c'est cool, mais par contre. Dans la techno, tu vois. Ouais. Et quand même, c'est. Voilà, tu disais quand même dans les startups, c'est très dur d'aller recruter et d'avoir des profils qui ne sortent pas des moules, des grandes écoles, des trucs comme ça. C'est un milieu très fermé, donc c'est chouette quand tu peux essayer de mettre de la pression pour que ça s'ouvre, quoi. Et il devrait y en avoir beaucoup plus, des rôles modèles. Yes. Parce qu'on parle toujours des 3 mêmes femmes comme toi, en Belgique. par exemple. Exactement. Exactement. Et nous, ça nous est arrivé, on le dira je crois après, on a lancé une émission sur l'entrepreneuriat féminin. Tu vas être invité à la saison 2, tu ne voudras peut-être pas venir, mais ce sera marrant avec plaisir. que tu viennes. Et en fait, au début, tu appelles les 4-5 femmes, voilà, et puis tu te dis, ok, je dois 30 invités. Même nous, on est dans le secteur, tu vois, moi depuis 15 ans, je suis dans les startups, j'ai refait un investissement, donc une vision où je vois un peu tout le monde. Là, le média, on voit tout le monde, et ben on galérait. Et donc on était très contents dans cette émission parce qu'on nous a fait découvrir plein de femmes qui défoncent, mais qui n'étaient pas sur nos radars parce que c'était toujours toi, et enfin, attends, très bien, Muriel, Emma Cassidomi, enfin, tu vois, et c'est cool d'avoir d'autres. Oui, elles sont encore dans. Elles sont vraiment les. Pour moi, c'est toujours les 2 noms qui reviennent. Dès que tu parles de l'entrepreneuriat féminin, ce sont vraiment les 2 noms qui reviennent et que je respecte et que j'admire beaucoup. Mais je veux dire, ce serait cool d'en avoir 30, 40. Exact. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est quoi là maintenant que vous êtes, on va changer de sujet, vous êtes donc 500, vous avez accéléré à fond. C'est quoi maintenant le grand défi pour vous? Le grand défi, c'est tout d'abord on s'était mis, donc on est 200 employés en interne, on voudrait arriver à 500, donc ça c'est notre prochain milestone. Ok. À quelle année vous 3 ans, dans 3 ans. Dans 3 ans? Donc là maintenant, oui non mais je t'ai dit on a arrêté d'enfiler des perles, donc c'est bon là on s'est bien marré pendant 10 ans, donc là maintenant on passe à autre chose, et on a une liste de pays A et une liste de pays B qu'on est en train de regarder, et en fait ce qu'on fait c'est qu'on accompagne les rêves de nos consultants, donc on est vraiment pour la croissance organique. Le Canada c'est le rêve de quelqu'un qui est chez nous depuis 9 ans, Dubaï aussi, et donc du coup on suit vraiment les aspirations de nos consultants et on regarde, on fait des benchmarks pour voir si ça vaut la peine ou pas, quoi. Et après on dit oui ou non. Après les rêves sont quand même bien positionnés. Je veux dire, Casablanca, tu as accès à l'Afrique. Casablanca c'était c'était chez nous. Je veux dire, voilà, tu as quand même Canada, tu as les States qui sont vraiment très très proches et le marché canadien est pas mal. Je pense que le marché anglais pourrait être touché. Tu as Dubaï, le marché asiatique. Il y a quand même des beaux rêves, franchement, les rêves sont stratégiquement bien placés. Non, franchement, mais ça va le faire. Il y a des plans qu'on a mis de côté, par exemple, la Suisse, c'était un plan qu'on avait vraiment, concrètement, on avait quelqu'un qui allait partir pour la Suisse, et au dernier moment, sa femme s'est rétractée. Sa femme a dit non, en fait, je veux pas m'expatrier, j'ai ma boîte ici, elle a un magasin ici. Et donc au final, il est devenu notre directeur Europe au départ de la Belgique, mais on a arrêté la Suisse, quoi. Donc il y a des petits plans comme ça, un peu à gauche à droite, qui sont tombés à l'eau. Et vous pensez 200 accents, ça veut dire que vous allez aussi racheter?
C'est une des options, oui. Mhm. Ouais, on est en train de commencer à regarder un peu à racheter. On n'a jamais fait. Ça n'est jamais arrivé, mais on voudrait, on voudrait une fois racheter. Mais dans un autre sens, on n'a jamais levé des fonds non plus. Donc Yes. voilà, on est un peu dans toute cette réflexion de comment on fait maintenant, quoi. Oui. Oui, parce que c'est... non, c'était les 4 actionnaires plus l'investisseur. Ouais. Mais ça a changé, c'est ça, l'année passée, non? Donc là, donc le père et le fils, Ok. on a racheté le père et le Et fils. donc vous êtes 3 l'année maintenant passée. à On est rester 3. alors dans la Ouais. boîte et les mains, ce qui est très rare quand même, 10 ans plus tard, un groupe si grand, d'avoir un actionnariat des fondateurs, quoi. Ouais, pour donc l'investisseur, nous quand on a commencé à 4, le notaire nous a dit ça n'ira jamais, un mariage à 2 c'est déjà compliqué, à 4 ça n'ira jamais. Donc du coup on a bu un verre avec lui il y a pas longtemps en lui disant bah tu vois en fait jusqu'au bout on se sera éclaté et notre associé on voulait pas qu'il parte mais il voulait devenir agriculteur, ça ne s'invente pas. Donc maintenant il fait pousser du houblon dans des champs et c'est toujours un de nos potes, jusqu'au bout on se sera très très bien entendu donc c'est une magnifique aventure. Et d'où la question que vous posez maintenant, c'est est-ce qu'on reprend du fonds d'investissement pour racheter des trucs comme ça? Vous avez... On n'a pas de fonds d'investissement. Non, pas maintenant, mais je veux dire, si vous rachetez, c'est ça qui se pose Donc, un peu comme l'idée question. maintenant, c'est on veut racheter. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des prêts avec les banques? Est-ce qu'on fait une levée de fonds? Est-ce que voilà, c'est un peu. On a aussi Weekly qui est notre plateforme digitale, donc qui est tout ce qui est HR Tech. Donc là aussi, on est en plein lancement. Donc il y a plusieurs. On a une école de recrutement qu'on est en train d'ouvrir. Trop bien. Donc il y aura peut-être des synergies avec les sales. Yes. Et donc du coup, il y a plusieurs projets sur la table, plusieurs pays. Donc on est en train de voir un peu comment on va faire pour continuer à avancer, quoi. En tout cas, tu vas pas t'embêter, Non. c'est sûr. On va devoir la réinviter très rapidement. Ils Yes, seront 2000. Voilà. Et toi, sur les 12-13 dernières années, raconte-nous un moment que tu as vécu qui était difficile et comment tu as fait pour... Parce que sinon, on n'entend que toi, c'est trop beau, c'est trop grand. Et ce qui est vrai, hein, c'est une hyper belle aventure. Mais raconte-nous pour qu'on puisse relativiser quand on a un groupe de moins de 500 personnes. Ok, quand tu as galéré, toi personnellement, dans ces 12 années chez Gentis, et comment tu as fait pour sortir de ce. Première galère, c'est que pendant les 3 premières années, on s'est quasiment pas payé. Donc ça, il faut quand même... et à ce moment-là, moi, je venais d'avoir un enfant aussi, donc payer les crèches, les trucs, c'était bien galère. Oui. Donc comment garder un beau sourire à l'américaine quand tu arrives devant tes employés alors que toi, tu es en train de galérer derrière. Donc les 3 premières années, elles ont vraiment été très très chaudes. Et puis ensuite... l'ouverture du bureau de Paris 2018 ne se passe pas comme prévu, donc on engage 2 directeurs avec qui au final ça se passe très mal. On se retrouve sans directeur. Donc là de nouveau la question, est-ce que je pars habiter à Paris? J'ai pas envie, est-ce que je dois le faire? Est-ce que l'un de nous 4 va le faire? Finalement on le fait pas et finalement ça se passera très bien, mais ce sont 6 mois qui sont quand même très difficiles où voilà, on n'a plus de direction. Donc, mais là, comment t'as fait alors? Qu'est-ce qui vous a sorti du bourbier? Pendant 2 ans, jusqu'au Covid, toutes les semaines, j'ai pris le Thalys. Donc je prenais en fait le Thalys à 7h du mat et je revenais le soir pour mes enfants. Et je faisais des allers-retours sur la journée. Et on a fait le relais avec les 2 directeurs Europe. On allait à Paris un jour semaine. Pour garder le bateau voilà. Mais donc ça aussi bien un challenge quoi. Et puis le Covid en 2020 mars 2020 quand ça tape, on vient de signer un bail, on passe de 200 mètres carrés à 1000 mètres carrés. On doit déménager le 20 mars, ça ne s'invente pas. Non. Et le 18 mars, tu apprends que en fait, tout le monde va rester chez soi et tu sais pas pour combien de temps tu es parti. Parce qu'à ce moment-là, il y a tout. C'est 2 semaines à la base. Et là, tu te dis. Le loyer, tu vois, tout ça, tu te dis, ok, je suis dans la merde, quoi. En gros, ça va pas aller, quoi. Et donc, au final, ça, c'est vraiment des moments où on a eu très, très chaud, quoi. On a vraiment eu chaud, quoi. Donc, non, et on est vraiment, chez Gentis, c'est la culture de l'échec, donc on pousse tout le monde à échouer, en fait. On va d'échec en échec pour réussir, quoi. Parce que là où on forme nos employés, c'est de dire, il vaut mieux échouer que de rien faire, quoi. Enfin, si tu le fais pas, ça va pas aller. Donc fais-le, plante-toi, et on sera là pour rattraper le truc, quoi. Et donc nous, des échecs, c'est... On fera une autre émission. Les échecs. Une liste d'échecs qui fait qu'on est là où on est aujourd'hui, mais on est passé par... c'est vrai qu'on entend beaucoup les success stories, tout qui va bien, voilà.
Mais tu passes quand même par des moments où t'as chaud, quoi. Tu dors mal, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Vous êtes toujours ces 1000 mètres carrés ou le Covid vous a... Bah écoute, ils sont toujours là. Et Bon. on a rajouté 800 autres mètres carrés donc Ah. à Anvers. Donc voilà, ils sont toujours là, tout va bien. Donc, Cool. Donc que du bonheur. Génial. Maintenant, j'aimerais qu'on finisse cette émission avec toi qui t'adresses à la caméra, qui s'adresse aux jeunes derrière la caméra. Si tu veux, qui dit, ok, si t'es étudiant, t'es jeune et tu veux te lancer, c'est quoi ton conseil pour... Je peux modifier la question? Tu peux très bien modifier la question. On part sur les jeunes et les vieux, ceux qui veulent lancer Oui, aussi. si t'es vieux. Vu que Fais-le, t'as Pas mal. raison. Oh là là, Pas mal. mais Youssef, mais Il est magnifique. t'es professionnel. Il est parfait. C'est ça, mais ouais. Il est je serre parfait. la main, Franchement, il est évidemment. parfait. Oh là là. Je vais l'engager. Hein. Je vais le Tu chasser. te calmes. Tu te calmes. Je vais le chasser. Alors, peu importe ton âge, si tu te lances, je dirais de surtout ne jamais abandonner, de suivre tes rêves et de faire exactement ce que tu as envie et de tout donner pour faire ce que tu as envie. Propre. Et dis-nous, si tu as une start-up, pourquoi tu dois aller chercher en dehors de ton pool habituel de candidats? Pourquoi c'est intéressant d'aller voir un peu ailleurs? Tu dois aller chercher ailleurs parce que c'est comme ça que tu grandiras, que tu te développeras et que tu apprendras. c'était beau. C'était- Ouais, un peu de truc Ça poétique faisait- à la fin, ouais, comme ça ça, faisait. ça fait plaisir. Stéphanie, merci beaucoup d'être venue dans cette émission. Merci à vous tous Très longue vie, évidemment, à Gentis. et à Startup Vie. Et à Merci. Startup Vie, Merci. évidemment. Qu'est-ce que j'ai envie de dire moi là-dessus? Bah ouais, merci beaucoup d'être venu. On se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas évidemment à commenter cet épisode, à nous dire si 45 ans c'est vieux ou pas. Non, hein, je vous demande de Spoiler. dire non. Je vous demande spoiler alert, je vous demande de dire non. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées. À bientôt. Au revoir. Au ciao. revoir.